Bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Ce soir, j'ai décidé de faire une émission en hommage à Claire Sévrac. Vous la connaissez, si vous suivez ma chaîne, certainement déjà tous. C'est la femme qui faisait des conférences sur la guerre secrète contre les peuples, sur les fameux chemtrails. Elle était très connue pour ça. Elle était aussi connue pour les conférences qu'elle tenait avec son amie Sylvie Simon sur les vaccins. Claire est décédée, hélas, en pleine bonne santé, sans que le corps médical puisse en trouver une quelconque raison. Je voulais faire une émission d'abord pour lui rendre un hommage et lui dire, là où elle se trouve, que son combat n'a pas été inutile et que le flambeau a été repris par plein d'autres, plein d'autres. Il n'y a aucune prétention de reprendre le flambeau de Claire. J'ai reçu l'autorisation de sa fille pour faire cette émission. Le dernier livre de Claire Sévrac, Crime alimentaire organisé, est paru 1 an après sa mort, grâce justement à la persévérance de sa fille, qui a voulu que les éditions qui appartenaient à Claire, les éditions Elie et Mado, qu'elle avait créées, ne ferment pas. Et croyez-moi que ça n'a pas été très simple pour sa fille. Claire n'a pas eu le temps, hélas, de tenir de véritables conférences sur l'objet de son dernier livre. Mais l'actualité toute fraîche nous démontre encore une fois les biens fondés de cette fantastique lanceuse d'alerte. En effet, le 19 septembre dernier, l'association allemande Foodwatch, qui mène des campagnes d'information fort efficaces, en mettant une pression constante sur les autorités de leur pays, a publié une nouvelle enquête. Cette association, qui existe depuis 2002 en Allemagne, est maintenant présente en France depuis 2013. C'est une association exceptionnelle qui n'accepte aucune subvention pour rester totalement libre et ne vit que des cotisations de ses adhérents. Et elle nous démontre au quotidien que lorsque tous ensemble nous voulons changer les choses, c'est possible. En résumé, que dit ce dernier rapport de Foodwatch ? Beaucoup de choses qui sont déjà présentes dans les livres de Claire. De la magouille des géants de l'agroalimentaire. Foodwatch épingle ainsi 12 aliments de grande marque en dévoilant des ingrédients peu ragoûtants qu'ils y rajoutent. Insectes, porc, bœuf, estomac de veau, qui ne devraient pas se trouver sur, par exemple, de simples pommes ou des yaourts. Vous en conviendrez. Mais je vous laisse découvrir cette association et sa dernière enquête, car comme à mon habitude, je mets les liens dans la présentation écrite de la vidéo. Vous avez la vidéo YouTube, vous avez un petit texte que je mets pour présenter cette vidéo, et en dessous, vous avez toutes les sources citées. Dans le même temps, un numéro d'envoyé spécial, toujours avec la merveilleuse Élise Dusset, nous informe des dangers des aliments ultra transformés. Ce qu'expliquait déjà Claire dans son livre, avec le lien entre explosion de l'obésité et des cancers. Ils sont même appelés faux aliments, car il n'y a plus rien dedans. On fabrique par exemple de la viande de poulet, sans poulet. Dans l'émission, un témoin, Patrick, 30 ans, qui ne mangeait presque que des plats préparés, croyant bien manger, a reçu des résultats d'analyse inquiétants. Il possède ce que l'on appelle un foie gras, comme celui que certaines personnes mangent à Noël. On gave les oies, on gave aussi les humains.
Il accepte de changer de régime alimentaire pour l'émission pendant 6 semaines. Il pesait 104 kg pour 1,70 m au début de l'émission. Au bout de 6 semaines, les analyses montrent que son foie va très bien maintenant. Il a perdu 15 cm de tour de taille et pèse près de 10 kg en moins. Il n'a pas fait de régime draconien. Il a juste mis son micro-ondes de côté. Il n'a plus acheté un seul plat cuisiné et s'est mis à faire la cuisine. Dans ces usines agroalimentaires, on fait ce qu'on appelle du cracking. Par exemple, une usine reçoit par container des petits pois. Et ces petits pois sont décomposés afin de séparer protéines, fibres, amidon. Il en résulte des poudres. Vous vous demandez sans doute, comme moi je me suis demandé, à quoi servent ces étendues incroyables de champs de maïs qui, au fil des années, ont remplacé nos champs de blé, d'avoine, de seigle. Bien en extraire des aliments via cracking, et notamment de l'amidon, que l'on met partout pour mettre de l'épaisseur ou du croustillant, et du fameux sureau de glycose, un sucre que vous allez retrouver dans de nombreux plats cuisinés, des sodas, des bonbons, des gâteaux. Là aussi, je vous conseille de jeter un œil à cette émission que je vous mets également en lien. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, nos députés, aux mains des lobbies, ont encore voté pour le glyphosate. Une énorme opération style balance ton porc a été déclenchée. C'est balance ton député. Sur ma page Facebook, j'ai mis mon député de ma circonscription en photo en disant qu'il aime le glyphosate. Bravo pour tes enfants, cher Antoine. Il s'appelle Antoine, le député. Dans le même temps, on apprend que 60 habitants de l'Ariège vont porter plainte d'ici la mi-octobre contre les dirigeants de groupes produisant du glyphosate pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet, ils ont retrouvé dans leur urine 14 fois la dose de glyphosate par rapport à la dose normale autorisée dans l'eau potable. Ils rejoignent ainsi les 8 premières plaintes déposées en juin dernier par des habitants de Foix. C'est grâce à des actions citoyennes de masse répétées que nous allons montrer aux députés et aux technocrates européens que nous ne sommes plus des moutons à tondre. Par contre, n'oubliez pas aux prochaines élections européennes d'aller voter. Mais de grâce, pour aucun de ces partis pro-système qui votent toujours la même chose. Aucun vote ne doit aller aux Républicains, à la République en marche, à l'UDI, et autres franges du centre, au Parti socialiste, etc., etc. Montrez-leur par des partis qui sont hors système que vous vous révoltez. Le livre de Claire aborde différents thèmes, fruit de recherches très sérieuses de sa part. Le but de cette émission, évidemment, n'est pas de vous raconter tout le livre, car il me faudrait une émission de 24 heures pour ce faire. Je vais juste faire quelques focus sur quelques thèmes afin de vous donner envie d'acheter ce livre et donner au pouvoir public un signe fort que malgré la mort fort mystérieuse de Claire, nous ne sommes pas dupes et que son œuvre persistera après elle. Elle fait un résumé au début de ce que notre corps a besoin, explique comment nos besoins justement ont évolué au fil du temps avant l'arrivée soudaine de nouvelles maladies. Elle explique que notre alimentation est en majorité dans les mains des cartels de l'agroalimentaire et de l'agrochimie. Leur soif de lucre n'ayant pas de limite et la mondialisation imposant son cortège d'intermédiaires à rémunérer, les industriels rognent sur la qualité des denrées de base pour les remplacer par des succédanés chimiques qui ne coûtent pas grand-chose, qui reproduisent l'apparence, le goût et la texture des aliments. Les études prouvant que ce n'est pas la nutrition qui guide la moyenne des gens dans l'achat de la nourriture, mais uniquement, hélas, la satisfaction des sens. Faisons un focus sur les fameux additifs alimentaires, les fameux E que vous voyez partout. Claire nous explique que le E suivi d'un 1 indique un colorant. Quelques exemples. Le E102 de la tartrazine est un colorant synthétique qui est utilisé dans de nombreux aliments, boissons, merguez, charcuterie, bonbons, gâteaux et des médicaments aussi.
C'est tout simplement un cancérigène. Interdit en Autriche, Finlande, Norvège, Suisse, pas en France. Cherchez l'erreur. Le E110, jaune orangé, est un colorant jaune, azoïque, utilisé dans les glaces, pâtisseries ou certains médicaments comme le paracétamol. Cancérigène, interdit aux USA et bien d'autres pays. Le E120, acide carminique, colorant rouge, fabriqué à partir du cadavre d'un petit insecte, les cochenilles, que l'on écrase. Pour bien comprendre ça, je vais vous mettre aussi le lien. Un lien où vous allez voir une petite vidéo de 2 minutes, où vous allez voir comment on extrait de ces petits cadavres d'insectes ce colorant que vous allez retrouver dans vos boissons sucrées, les milkshakes, les yaourts, les chewing-gums. Il est connu pour provoquer chez les enfants, tenez-vous bien, de l'hyperactivité, de l'asthme, de l'eczéma, et évidemment soupçonné d'être cancérigène. Le E150 caramel, c'est un colorant brun naturel ou chimique, fabriqué aussi parfois à base de maïs transgénique, utilisé dans de nombreux aliments et boissons gazeuses, comme le Coca-Cola. Il est soupçonné de provoquer des troubles neurologiques, rien que cela. Le E152, noir de carbone. Bah, ça c'est stupéfiant, mais c'est juste un polluant atmosphérique, émis par les moteurs diesel. Lui, vous ne rêvez pas, je ne suis pas fou. En industrie, on l'utilise pour donner la couleur noire aux pneus. Bah, il est quand même largement interdit dans le monde, mais pas en France dans l'alimentation. Le E180 Little Rubin est une encre pétrochimique, là encore, et le classique magenta des cartouches d'encre d'imprimante. Il est autorisé dans l'Union européenne pour, par exemple, teindre les croûtes de certains fromages. Le E161G, c'est de la canthaxanthine, colorant jaune-orange, dérivé de champignons d'origine animale ou produits chimiquement utilisés pour les saucisses de Strasbourg. Interdit en Suisse, car très toxique pour le foie et la rétine. Le E173, c'est de l'aluminium, utilisé comme colorant gris de surface dans certains gâteaux et bonbons. Interdit en Australie, on connaît sur notre chaîne les méfaits de l'aluminium présent dans les vaccins. Le souci de ces E, c'est que là, je vous cite ce qui sont pris séparément. Mais imaginez, en médecine, quand un malade reçoit un médicament, on va connaître un petit peu les effets indésirables que ce médicament fait. Mais tous les docteurs s'accorderont à dire qu'à partir de 3 médicaments, on ne connaît plus rien. Parce qu'il y a les interactions entre les médicaments. Pareil pour les E. Quand ils sont associés ensemble, ils peuvent donner des effets inconnus et bien plus qu'indésirables. Par exemple, une étude de l'université de Southampton en Angleterre met en évidence les effets de 6 colorants parmi ceux que nous venons d'évoquer, que lorsqu'ils sont associés à des conservateurs de type E, on verra les conservateurs un peu plus loin, c'est des E avec un 2, peuvent modifier les paramètres d'attention des enfants diagnostiqués TDAH, trouble du déficit de l'attention hyperactivité. De vous à moi, j'ai jamais entendu parler de ce trouble quand j'étais petit. Vous en entendez parler? Bon, alors c'est sûr que si vous avez 20 ans et que vous m'écoutez, vous avez peut-être déjà entendu parler. Mais je parle pour la génération d'après. Justement, nous en venons au E suivi d'un 2, qui indique un conservateur qui retarde ou empêche d'indésirables modifications microbiologiques dans les denrées alimentaires. Quelques exemples. Le E210, c'est de l'acide benzoïque, présent dans les boissons sucrées et les confitures. C'est un dérivé du benzène, qui est connu pour affecter le sang et a des liens avec la leucémie. Le E230 diphényl, dérivé de goudron de houille. Il est utilisé dans le traitement des agrumes. Et hélas, il ne s'en va pas au lavage. Il donne des allergies. Le E240, formaldéhyde. C'est du formol. Le produit où l'on conserve des cadavres. Présent aussi dans tous les vaccins. Alors que si on en absorbe, tenez-vous bien, 30 petits millilitres avec une concentration d'à peine 37%, on meurt, c'est létal. C'est un cancérigène reconnu. Cherchez l'erreur là aussi. Les E suivis d'un 3 sont des antioxydants. Cela protège les aliments contre les réactions à l'oxydation. Le E310, c'est du gallate de propyle.
Il est vivement déconseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. On se demande, donc il doit faire du bien aux ados et aux adultes. On en trouve pourtant dans les biscuits apéritifs, les soupes en sachet, les laits en poudre, les purées en flocons, les chewing-gums. Il est mis en cause dans l'infertilité, on y reviendra, et divers cancers. Là aussi, l'actualité toute récente met en lumière le problème majeur que commence à constituer l'infertilité. 15% des couples en France souffrent de ce qu'ils appellent infertilité inexpliquée. Enfin, inexpliquée pour les médecins stupides qui disent ça, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller chercher les causes et les raisons. Là aussi, on le verra plus loin. Je vous mets en lien un article paru dans Le Monde hier qui explique la mission du centre Artemis, première plateforme d'évaluation et de prévention de la santé environnementale, mais aussi de ce que l'on ingère. Et ce centre est consacré à la reproduction et justement au problème d'infertilité. Tous les E antioxydants sont néfastes à la santé. On va en chercher qui sont bons. C'est très bien expliqué dans le livre de Claire. Les E suivis d'un 4 et d'un 5 sont des épaississants ou des stabilisants, des correcteurs ou des anti-agglomérants. Par exemple, le E507, c'est de l'acide chlorhydrique. Rien que cela. Le E520, du sulfate d'aluminium, encore lui, utilisé dans les fruits confits et les œufs en poudre, qui eux seront utilisés pour de nombreuses recettes. Les E suivis d'un 6 sont des substances organiques qui renforcent le goût ou l'odeur d'une denrée alimentaire. On en trouve partout. Mais celui qu'il faut pourtant éviter à tout prix est le E621, qui est du glutamate monosodique. Il est adoré par les fabricants car, outre le fait d'arrondir les mélanges entre divers goûts, il crée une véritable addiction au produit, une sorte de drogue légale. Pourtant, c'est un neurotoxique reconnu, capable de détruire les neurones du cerveau, comme le mercure, et est bien sûr en première ligne des coupables des maladies comme Parkinson et Alzheimer, tout comme le mercure. Mais c'est aussi un puissant stimulant des cellules cancéreuses. On le trouve presque tout le temps dans les soupes préparées, les carrés de bouillon, les pâtes instantanées, les sauces, les vinaigrettes et partout dans les fast-foods. Les E suivis d'un 9 sont les édulcorants, dont le plus connu est le E951, l'aspartame, le poison silencieux. Un peu d'histoire sur les faux sucres. La saccharine est le premier poison fabriqué par Monsanto en 1901. Et Monsanto le vendait exclusivement à une jeune entreprise qui se nommait Coca-Cola. La saccharine fut interdite car des études sur des animaux révélaient qu'elle était hautement cancérigène. Mais en 1965, un chercheur travaillant sur un médicament contre les ulcères trouvait qu'il avait un goût très très sucré. L'aspartame était né. Mais en 1974, il fut interdit, car des études montraient qu'il causait des trous dans le cerveau des souris de laboratoire. Mais le laboratoire pour lequel ce chercheur travaillait a eu la bonne idée d'embaucher Donald Rumsfeld, qui entre au gouvernement de Reagan en 1981. Quand ce laboratoire fut racheté par l'horrible Monsanto, l'aspartame eut son autorisation, comme par hasard, de mise sur le marché. Et voilà le travail. Pourtant, la hausse spectaculaire des cas de cancer du cerveau et des désordres de déficit d'attention coïncide avec l'invasion de l'aspartame partout dans le monde, et notamment dans les fameux sodas de toutes sortes. Il y a plein de médicaments comme ça qui se sont transformés. Par exemple, il y avait le Ziban qui était donné un peu comme le Prozac, un antidépresseur. Et on a découvert que le Ziban, cet antidépresseur, les gens qui le prenaient arrêtaient de fumer. Je me dis, ah bah tiens, c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez arrêter de fumer, on vous donne du Ziban. C'est pas génial. Alors, vous allez me demander, mais comment éviter tous ces additifs? Mais oui, on peut les éviter. C'est l'objet du livre de Claire. Prévenir, mais aussi apporter des solutions. Tout ce que je dis, Claire Servrac, du reste, a été confirmé par un ancien... Tout ce que dit Claire, a été du reste confirmé par un ancien employé de l'industrie agroalimentaire dans son livre « Vous êtes fou d'avaler ça ». Je vais vous lire un petit extrait parce que il se lit
comme un roman un petit peu. Berner le consommateur. La boîte, alors il travaille dans une société agroalimentaire, mais évidemment dans le livre, il n'a pas le droit de citer son nom parce que sinon il aurait eu un procès. Et donc il l'appelle la boîte avec un B majuscule. La boîte avait une mentalité particulière, différente de ce qu'on apprend à l'école, avec ses valeurs propres et sa vision bien à elle du bien et du mal. En l'occurrence, le bien, c'était tout ce qui permet de faire du profit. Le mal, c'était perdre de l'argent. Le mensonge, la dissimulation, la mauvaise foi ou même la tricherie, sans être un but en soi, c'était positif si ça améliorait le compte de résultat. L'adage « la fin justifie les moyens » ne pouvait pas être mieux illustré. Nous connaissions parfaitement toutes les failles du système, cherchant systématiquement comment les exploiter au mieux à notre bénéfice. La version industrielle de la fameuse optimisation fiscale. On mentait tout le temps. À nos clients, bien sûr, en leur inventant de belles histoires, aux fournisseurs, évidemment, aux douanes et autres organismes de l'État, ensuite, mentant sur la qualité des produits, tout comme sur leur origine. Et je rajoute un extrait un tout petit peu plus loin que vous allez voir. Moi, c'est vraiment stupéfiant. S'il existait une palme de la bidouille dans l'industrie agroalimentaire, le lauréat serait, sans l'ombre d'une hésitation, un charcutier industriel. Les charcutiers industriels sont des magiciens, les maîtres de l'art qui consiste à transformer de simples vessies en de magnifiques lanternes. La première fois que j'ai discuté avec un charcutier industriel, j'étais à la recherche d'un produit tout bête, des tranches de jambon. Il m'en fallait en grande quantité pour un nouveau produit. Notre conversation téléphonique a donné à peu près cela. Bonjour, j'ai besoin de jambon, c'est pour des croques, monsieur. Vous êtes au bon endroit, vous voulez du jambon ou de l'épaule? Ah ben, je sais pas trop, la recherche et développement m'a pas dit. C'est quoi la différence? Oui, parce que dans ces usines, n'imaginez pas que ces usines qui font des plats cuisinés, il y a des cuisiniers. Il n'y a pas de cuisiniers, il y a juste des ingénieurs. Les ingénieurs, en toque blanche, ils ne sont pas issus de la cuisine. Ben, je ne sais pas trop, la recherche et développement m'a pas dit. C'est quoi la différence? Ben, l'épaule, c'est moins cher, mais c'est pas du jambon qui est plus cher. Ah ben donc j'ai donc intérêt à acheter de l'épaule. C'est vous qui voyez, parce que alors, vous n'avez pas le droit de parler de jambon sur votre emballage. Ah, alors non, du jambon, pas d'épaule. Vous voulez du supérieur, du choix ou du standard? Ben, le moins cher. Ben, alors standard. Et c'est quoi vos dimensions? Ben, il me faut des tranches de 10 cm sur 10 cm. Pas de problème, je peux vous faire des blocs de 10 cm de côté sur 1 mètre de long. Ah, je me suis demandé quelle race de cochon pouvait bien avoir des jambons d'1 mètre de long. Et le goût, me demanda-t-il? Quoi le goût? Ben, je suppose que vous voulez un arôme. On met toujours un arôme. Le standard, sans arôme, c'est fade. On a des arômes jambon simple, jambon braisé, bouquet garni, herbes fraîches, fumée, paprika, poivre. Quand j'ai raccroché, je me suis demandé à quoi ressemblait l'usine de mon contact. Je n'ai pas été déçu quand je l'ai visité et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter. Séquence émotion. Dans le process jambon, de grosses caisses de plastique pleines de jambon sont livrées directement de l'abattoir. La taille de ces jambons frais m'a surpris. Ils étaient relativement petits comparés à ceux que j'avais déjà vus au supermarché en faisant mes courses comme n'importe quel kidam. La première étape est justement de leur faire gagner du poids. Pour cette séance de gonflette accélérée, on injecte sous pression en intramusculaire avec de grosses aiguilles des solutions contenant les additifs suivants: polyphosphate, protéines de sang et gélifiant pour retenir l'eau, sucre, glutamate, arôme et chimie liquide pour le goût, ascorbate de sodium et sel nitrité pour la conservation. Chaque industriel a développé ses cocktails maison. C'est tout son art, son savoir-faire. Après ce traitement de choc, je peux vous assurer que les jambons ont doublé de volume. Ensuite, les jambons sont systématiquement décoinés. On enlève la peau et le gras est retiré. Il ne reste que le muscle. Ils sont alors placés dans des moules avant d'être cuits. On leur ajoute ensuite une couche régulière du gras que l'on a précédemment retiré et on remet la couenne par-dessus. C'est pour cette raison que les tranches de jambon que vous achetez dans votre supermarché préféré ont toujours une couche de gras parfaitement homogène sur toute leur longueur. Pas trop large, pas trop fine.
Si on laissait en l'état, vous auriez des tranches avec 3 cm de gras d'un côté et presque rien de l'autre. Personne n'en voudrait. Là, je mets un bémol, c'est faux. Parce que quand vous allez dans un magasin bio, vous achetez des tranches de jambon bio, c'est exactement comme cela qu'elles se présentent. Toutefois, ce qui précède vaut pour les jambons de luxe. Pas pour mon jambon d'1 mètre de long et de 10 cm de côté. Les jambons industriels bas de gamme, destinés aux croque-monsieur, cordon bleu, pizza surgelée, subissent un autre traitement, la baratte. Les jambons sont désossés, déquémés et dégraissés. Ce qui reste, le muscle, est mis dans une baratte industrielle. C'est une grosse bétonnière en inox. Les muscles sont longuement malaxés dans un bain d'additifs. En fait, le bain d'additifs, c'est un champignon que les Japonais ont trouvé qui s'appelle Activa. On peut reconstituer de la viande. Vous mettez des abats de viande dans un pot, vous mettez ce champignon dessus, vous malaxez, vous mélangez, vous le mettez dans un film plastique, 24 heures au frigo, vous ressortez, c'est une belle tranche de viande. Eh oui. C'est en fait un effet liant. C'est des enzymes qui lient la viande. Donc, les muscles sont longuement malaxés dans un bain additif jusqu'à ce que l'on obtienne une sorte de pâte. Il ne vous reste plus qu'à couler cette mixture dans des moules, pour moi 1 mètre sur 10 cm, et hop, au four. Pour finir, ces barres alimentent des trancheuses automatiques d'une cadence de plus de 60 tranches à la minute. C'est beau, la technologie. Une petite parenthèse pour évoquer brièvement le fumage industriel. Sachez simplement que la plupart des cochonneries industrielles dites fumées ne sont pas suspendues à un clou fiché au-dessus d'une cheminée dans laquelle crépite un feu de bois. Non, non. Le fumage se fait maintenant le plus souvent avec ce qu'on appelle de la fumée liquide. C'est un arôme qui ressemble à du goudron. On le dilue, on injecte la mixture ainsi obtenue dans le produit. Jambon, bacon, poitrine, saucisse. C'est facile, rapide et pas cher. Pas d'installation compliquée, de bois acheté, à stocker, pas de risque d'incendie, pas besoin de personnel hautement qualifié. Le bonheur, vous l'avez compris, c'est ce que l'on appelle de l'enfumage. Pour le plaisir, j'avais calculé que dans mon croque-monsieur, entre le jambon, le fromage fondu, le pain et les autres ingrédients mineurs, j'avais presque 5% en poids d'additifs. 5% en poids d'additifs. Je ne sais pas si vous imaginez la dose d'additifs cancérigènes que l'on peut ingurgiter quand on prend des plats industriels ainsi. Alors, on vient aux solutions. Je vais vous donner une arme toute personnelle, bien que Élise Ducet, dans son dernier envoyé spécial, en donne une aussi. Mais moi, je l'utilise depuis fort longtemps parce que c'est un ami qui me l'a montré. Vous possédez tous presque un smartphone. Alors, téléchargez cette application que je trouve géniale, je vous mets là, qui s'appelle Yuka. Et vous allez faire vos courses avec. Je vais vous montrer. Vous êtes en magasin, vous avez un bon plat de cuisine préparé, d'une fameuse marque, par exemple. Poulet, sauce moutarde et riz. Un petit régal en perspective. Regardons de plus près, juste en scannant avec l'application le code barre. Donc, vous entrez, vous avez votre portable, vous mettez l'application, vous appuyez sur la touche scan, il scanne le code barre du produit et vous avez tout. Donc là, on y lit qu'il y a quelques protéines, le nombre de calories, de sel, de sucre, de graisse saturée, mais surtout, ce qui est important, le nombre d'additifs. Ici, dans le cas qui nous intéresse, ils sont au nombre de 8. Et on peut aller dans les détails. On clique sur le détail et on a le détail. Parmi ces 8 additifs, 2 sont nocifs, 2 sont à éviter. Passez votre chemin. Cherchez pas à comprendre. N'achetez pas ce produit. N'achetez pas ce produit. Alors, vous décidez de vous diriger vers une bonne soupe forestière avec croûtons. Et là aussi, patatras, 4 additifs nocifs. Passez votre chemin. Ah, vous commencez à dire, mince, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Et si on essayait des saucisses lentilles? C'est bon les lentilles. Et hélas, là aussi, 2 additifs nocifs. Vous vous tournez vers la pizza de premier prix. Vous dites, elle va aussi être massacrée. Eh bien, regarde, surprise. Non, aucun additif. Comme quoi,
on arrivera toujours à trouver des industriels sérieux. Pareil pour les cannelloni. Pur bœuf, aucun additif. Alors, évidemment. Bon, on continue sur le sujet. Mais vous pouvez aussi acheter tout simplement des pâtes d'excellente qualité. Concernant les pâtes, si vous voulez acheter des pâtes intégrales, n'oubliez pas quelque chose. Cette application ne détecte que les additifs que l'on met dedans, ne détecte pas les pesticides et les fongicides qui sont mis en amont pour faire les pâtes sur le blé, la farine. Si vous aimez les pâtes intégrales, il faut absolument que vous achetiez bio. Pourquoi? Parce que les pâtes intégrales, on prend tout le blé, on prend tout. Le blé, l'écorce, tout. On en fait des pâtes. Donc c'est bourré de fibres, c'est extrêmement bon à la santé, ça ne fait pas grossir les pâtes intégrales, parce que c'est un indice glycémique très 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 bas. C'est excellent pour les intestins, mais il faut les acheter bio, parce que si vous ne les achetez pas bio, c'est là que se concentrent tous les pesticides, dans l'écorce du blé. Et donc vous allez manger des pâtes intégrales aux pesticides, en fait. Mais les pâtes bio, ça coûte pas cher. Même le ketchup bio n'a pas d'additif. Ni les céréales pour vos enfants. Alors, on vous donne un exemple. Rouchni. En parlant de vos enfants, ils aiment le Coca-Cola? Génial. Regardez les additifs nocifs. Ils sont au nombre de 3. 1 à éviter. Alors, on va regarder si c'est pareil avec le cola bio. Je vous en mets 2. Alors, évidemment, bien sûr, au niveau calories, ce n'est pas bon. Mais au moins, si de temps en temps, vous voulez leur faire plaisir, vous savez qu'ils ne se gavent pas d'additifs cancérigènes. Les enfants, c'est hélas la cible privilégiée de l'agroalimentaire. C'est en magasin, vous avez fait vos courses, ils ont été sages, vous arrivez à la caisse, vous voulez leur acheter une barre chocolatée. Regardez celle-ci. 4 additifs nocifs. Tous pareils, allez-vous me dire? Non? Regardez. Alors évidemment, c'est trop sucré, trop de graisse, mais au moins là aussi, pas d'additifs nocifs. Tandis que la petite marque à côté, qui sent bon la campagne, les fleurs, les plantes, cache des surprises. 6 additifs nocifs. Bon, le pompon, revenons au chewing-gum. 9 ici dans ce paquet à la menthe. Mais il y a pire. 18 additifs pour celui aux fraises. Voilà. Vous êtes à la caisse, vous voulez faire plaisir à votre enfant, et en fait, sans le savoir, vous l'intoxiquez avec des additifs très dangereux. Que dirait votre enfant s'il savait que la couleur rouge censée donner la couleur de la fraise provenait d'insectes morts écrasés? Souvenez-vous des paroles d'Hippocrate. Que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine ta nourriture. Le grand Linus Pauling, à qui j'ai dédié une émission sur la vitamine C sur cette même chaîne, disait lui qu'une alimentation optimale est la médecine de demain. Ce qui est vrai, puisque dans la cure Gerson Kelly, qui soigne les cancers, y compris en phase terminale, autre émission sur le sujet que vous trouverez sur cette même chaîne, il soigne le cancer qu'avec de la nourriture. Le seul élément qu'il rajoute, c'est un peu d'iode. Mais le reste, c'est que de la nourriture. Elle est extraordinaire, cette cure Gerson Kelly. Il soigne les cancers en phase terminale, à condition que le foie ne soit pas comme ça, ne soit pas dur, tué par la chimiothérapie. On peut manger sainement. On a le choix de manger sainement. Selon l'INSEE, nous dépensons près de 15% de notre revenu pour notre alimentation. Alors que ce chiffre était quand même de 30% dans les années 50. Bien sûr, on ne nous massacrait pas de taxes à cette époque comme aujourd'hui, mais sincèrement, une chose en plus, nous l'avons par rapport aux années 50, le temps. Alors oui, c'est plus simple d'acheter un plat préparé, de le jeter dans l'horrible four micro-ondes et de se mettre à table 5 minutes plus tard pour ensuite aller s'avachir sur le canapé pour regarder des émissions pas très intéressantes.
Mais non, achetez des produits non raffinés, faites la cuisine vous-même. Premièrement, cela vous coûtera moins cher. Ah oui, parce que si vous achetez les ingrédients premiers, vous faites la cuisine, ça coûtera moins cher qu'au départ. Ça vous permettra, avec l'économie que vous faites, d'acheter du bio, qui ne cesse, lui, de baisser. Parce que de plus en plus d'agriculteurs font du bio, il y a de plus en plus de demandes bio. Maintenant, il va y aussi avoir le bio, hélas, industriel, puisque des grandes marques, des grandes enseignes se mettent au bio. Et deuxièmement, et ça, c'est l'essentiel, vous préservez votre capital santé et celui de vos enfants. Et ça n'a pas de prix. À quoi ça sert d'aller vite, mis à part mourir plus vite? Dans la deuxième partie du livre de Claire, il est expliqué justement le rôle de chaque aliment et ce que ces derniers apportent à l'organisme. C'est un véritable récital à la vie, un hymne à la vie. Elle met en pratique les conseils d'Hippocrate et de Pauline, avec toute une série de mots, justement, que cette science ancienne, on a oublié de redécouvrir et qui permet de guérir. Notre corps possède une arme très puissante pour lutter contre les virus, les bactéries, les cellules cancéreuses. Ce sont nos globules blancs. Ils ont simplement besoin de certains nutriments qui leur apportent le carburant nécessaire pour effectuer le travail et gagner la guerre contre le cancer. Allez, un exemple parmi plein que cite Claire. L'ail. L'ail est capable de bloquer une enzyme que les cellules mutées utilisent pour se multiplier. C'est l'ornithine décarboxylase. La plus grande étude jamais réalisée dans l'histoire de l'ail a été faite par des chercheurs chinois. C'était un test pour savoir si l'ail peut réduire les lésions précancéreuses gastriques. Une étude en double aveugle avec plus de 3000 personnes pendant 7 années ont donné les résultats suivants. Le risque de cancer a été réduit de 60% pour les personnes qui consommaient le plus de légumes allium. Les légumes allium, c'est les oignons, échalotes, poireaux, ciboulettes. Tous contiennent des composés organiques soufrés, du sulfure d'allyle, et possèdent des propriétés antioxydantes, tout comme l'ail. Alors, il est recommandé d'écraser l'ail et le laisser reposer 15 minutes. Le temps nécessaire pour qu'il libère l'enzyme alliinase, qui produit les composants anti-cancer. Et chose curieuse, c'est ce que recommandait déjà Hippocrate en son temps. Autre parmi les 1000 découvertes dans le livre de Claire Sévrac, on y apprend par exemple que les clous de girofle tuent 91% des 3 sortes des cellules cancéreuses du sein et ralentissent sa propagation de près de 80%. Je vous mets des liens vers des sites spécialisés dans la médicamentation par les plantes. Et hélas, ils sont presque tous en anglais. Au pays de Pasteur, on n'aime pas les plantes et les aliments qui guérissent. Vous trouverez aussi dans le livre de Claire des centaines de préparations pour toutes sortes de maladies. Allez, comme l'hiver arrive, et avec lui, souvent, l'horrible rhume qui nous embête bien, je vous mets la recette pour vous en débarrasser et surtout pour vous éviter le pire du pire. Les médicaments anti-rhume de la pharmacie qui sont un véritable poison qui guérissent rien en plus. Le remède, c'est le bouillon de poulet. Alors, j'ai eu le bouillon de poulet, on a tout de suite la réflexe, le bouillon, vous savez, les petits bouillons quand même. Eh non, bouillon de poulet. Ma maman, on en faisait. Mais c'est vrai qu'on a complètement oublié ce remède. Cette recette est utilisée depuis des générations. C'est une recette de grand-mère, comme on dit. Le bouillon de poulet agit comme un anti-inflammatoire et aide les cellules du système immunitaire à se défendre. Des études scientifiques ont même démontré que la consommation de bouillon de poulet augmentait la fluidité des sécrétions nasales, aidant à soulager la congestion. Alors comment vous faites? Vous prenez une cocotte, un grand volume d'eau, vous mettez la carcasse de poulet, quand vous avez fait un poulet, vous mettez sa carcasse dedans. Vous écumez la graisse au début de la cuisson, ça avec une passoire. Vous versez des carottes en rondelles, des oignons, du poireau, des branches de céleri, des feuilles de laurier et du poivre de Cayenne. Vous laissez cuire 2 heures. Voilà, c'est prêt. Le bouillon de poulet, vous buvez. Adieu rhume. Voilà pourquoi je vous disais que ce livre de Claire Sévrac est un hymne à la vie, un bras d'honneur à la mondialisation
Et il y a un autre, un siphon horrible, qui d'un côté nous empoisonne avec ce que nous mangeons, et de l'autre, attendent patiemment de l'autre côté de la barrière, que nous tombions malades pour nous servir cette fois leurs horribles médicaments et leurs horribles traitements. Le naturopathe Dan Rogers disait « Il y a un domaine où la médecine conventionnelle est totalement inefficace. Ce sont les problèmes à long terme. Les professionnels de la santé ne remontent pas jusqu'à la cause des maladies. Ils ne savent pas le faire. On leur apprend juste à traiter les symptômes. Or, en traitant les symptômes, il est impossible de guérir. Ce qu'il faut, c'est agir sur les causes premières. » C'est d'ailleurs l'énorme différence entre la médecine chinoise et l'occidentale. Pour vous imaginer cet exemple, le cas du cancer est typique. Dans notre médecine pasteurienne, on tue par chimio les cellules cancéreuses. En médecine chinoise, on s'intéresse au pourquoi elles le sont devenues. Imaginez une forêt, vous avez une forêt avec plein d'arbres dans cette forêt, c'est à vous, une parcelle. Et tout d'un coup, vous découvrez un arbre avec des vers qui est en train de tuer l'arbre. Bah. La chimio, c'est quoi? Bah, vous abattez l'arbre, vous le brûlez. Vous le brûlez. Alors, vous avez de la chance énorme. Il n'y avait pas de vent. Il a brûlé que cet arbre. Il n'a pas brûlé les arbres aux alentours. Vous avez encore doublement de la chance. Il n'y avait que cet arbre qui avait des vers. D'où ils sont venus? Pourquoi ils sont venus? Tout le monde s'en fout. Seulement, les cas de double chance comme ça sont rares. Il arrive souvent que certainement un autre arbre avait des vers en lui. Et deux, si les vers sont venus une fois, pourquoi ils ne reviendraient pas? Donc voilà, la chimio ne guérit pas. Elle résout un problème à un moment donné T. En médecine chinoise, on s'en fout de l'arbre. Enfin, on s'en fout de l'arbre. On s'intéresse à d'où vient le ver. Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il mange? Et on va faire en sorte de mettre quelque chose sur l'arbre qui n'attire plus le ver. Et laisse tomber l'arbre et passe à autre chose. Ou alors à quelque chose pour tuer le ver. Et non pas tuer le ver en tuant l'arbre. Parce qu'en chimio, si sur une forêt de 1000 arbres, il y en a 800 qui ont des vers, comprenez bien que cette forêt aura du mal à redémarrer avec plus que 20% de ses arbres, à condition que ceux-là n'ont pas eu de vers et n'auront pas de vers, parce que si les revers reviennent l'année suivante et que cette forêt n'est plus assez forte pour se protéger, voilà la différence entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. Le livre de Claire nous fait prendre conscience de cela. Alors, pour elle et sa mémoire, mais surtout pour vous, surtout pour vos enfants, vos proches, achetez ce livre. De vous à moi, c'est le plus bel investissement que vous n'aurez jamais fait de votre vie. Ou alors, c'est un magnifique cadeau que vous pouvez faire aux gens, aux proches que vous aimez. Je mets évidemment les liens dans la description YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. J'étais très heureux de parler de Claire, c'est vrai. À bientôt.